Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, on va pas parler exactement dev, mais on va parler un petit peu du passage de dev à data scientist avec Nastasia. Bonjour Nastasia. Bonjour. Est-ce que tu vas bien Nastasia? Oui, je vais bien et toi? Ça va très bien, merci. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots un petit peu? Très bien. Alors, j'ai commencé en faisant du développement back-end et puis je suis tombée dans la marmite de la data et notamment de la data science. Et aujourd'hui, je suis ingénieur machine learning qui est une spécialité de la data science. Ok. Alors, en tant que dev, je dirais, pourquoi t'as quitté le dev? C'était pas bien? Qu'est-ce qui t'a amené à partir du dev pour aller ailleurs comme ça? Bonne question. Non, c'est pas que le dev était pas bien. Bon, alors déjà, je fais quand même toujours du développement, mais c'est une des tâches que je fais et je pense que j'avais envie de voir d'autres choses, d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus diversifié. Et puis, bah, je sais pas pourquoi, mais j'avais un attrait pour les statistiques, tout simplement. Ça veut pas dire que je suis géniale en statistiques, mais c'était quelque chose que je trouvais marrant à ce moment-là. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Bon, j'avais une opportunité aussi, et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et du coup, cette opportunité, enfin, c'est venu comment? C'est compliqué de passer de dev à, entre guillemets, un métier qui est quand même un petit peu différent, on va dire? Je pense que je sais pas si c'est compliqué, mais je pense qu'effectivement mon parcours m'y a emmené tout doucement. C'est-à-dire que je faisais du développement sur de la grosse donnée pour servir un gros site web qui avait qui faisait beaucoup de requêtes, donc 2 millions d'utilisateurs par jour pour le coup. Donc du coup, bah, il fallait déjà traiter cette grosse donnée et j'étais déjà finalement dans les données. C'est juste que c'était plutôt les données pour servir l'utilisateur. Et puis du coup, bah, je travaillais beaucoup avec l'équipe d'à côté qui faisait plutôt de l'analyse de données. Et puis voilà, de fil en aiguille, au bout d'un moment, il y a eu un poste qui s'est ouvert et je me suis dit, allez, j'y vais, ça m'intéresse. Ok, donc t'es vraiment passé ça par une, entre guillemets, de la mobilité quasiment interne, en fait? Tout à fait, c'était de la mobilité interne. Et alors pour passer de l'un à l'autre, t'es passé, t'y allais un petit peu en mode j'y vais et puis on verra, ou t'es passé par une étape de formation, ou peut-être de l'auto-formation, comment ça s'est passé? Alors j'y suis allée en me disant, j'y vais, on verra. Mais par contre, une fois que j'y ai été, si je suis passée par pas mal de formations, je passe encore par pas mal de formations. Finalement, ça ne s'arrête jamais. Mais je sais pas si j'en ai eu plus finalement que soit ce que j'ai au quotidien et ce que j'avais déjà en étant vraiment dev back-end. En fait, c'est toujours de la formation continue. C'est une veille comme tu le faisais quand tu étais dev. Du coup, tu gardes ta veille en tant qu'ingénieur machine learning. Oui, c'est ça. Je dirais ça finalement. Et puis, je pense que j'ai eu aussi la chance que ce soit pas trop dur d'entrée de jeu entre guillemets, dans le sens où au début c'était de l'analyse de données, puis après il y a eu un projet où il y avait un petit peu de statistiques, puis après j'ai commencé à faire du machine learning, donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce que ça voulait dire. Donc du coup, ça a été un petit peu crescendo et ça m'a permis de me former au fur et à mesure. Et du coup, le fait d'avoir été dev avant de passer dans le machine learning, est-ce que ça t'apporte des choses au quotidien? Oui, je dirais que oui. Parce que par exemple, en fait, en data science, ça commence à venir, mais finalement, on rencontre assez souvent des milieux où on n'a pas l'habitude de versionner, on n'a pas l'habitude de faire des tests unitaires. Et le fait d'avoir pu expérimenter ça quand même pas mal en dev backend, ça fait que j'arrive avec ce bagage technique qui, à mon sens, n'est pas du tout négligeable, puisque aujourd'hui l'un des enjeux de la data science,
c'est de s'industrialiser, d'être serein notamment en production. Et c'est pas juste en faisant des statistiques qu'on y arrive. Je dis pas qu'il faut pas avoir de bonnes statistiques, mais ça suffit pas. Il faut aussi avoir un code robuste et pouvoir avoir toute une chaîne de validation autour de ça. Tu parles un petit peu de test unitaire, de versionning. Quand tu étais dev, tu avais une approche qui était orientée crafting. J'essayais, du moins, j'essaye toujours. Et du coup, c'est cette orientation crafting qui t'aide le plus, ou c'est juste le fait d'avoir une culture dev algorithmique entre guillemets qui t'apporte des choses dans la data science? Alors, c'est une bonne question. Et je pense que pour le coup, c'est plus le crafting. C'est-à-dire que malgré tout, il y a des algorithmes assez complexes en machine learning, mais aujourd'hui, ils sont quand même pas mal cachés dans des librairies, donc c'est quand même mieux de les comprendre malgré tout. Mais aujourd'hui, je trouve que ça devient de plus en plus rare de pondre vraiment des algorithmes très complexes. Alors que par contre, avoir une approche crafting, je pense que c'est quelque chose qui sert toujours et qui a encore de belles années devant elle. Qu'est-ce que tu proposerais, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aura un profil de dev et qui voudrait un petit peu prendre un petit virage comme ça dans sa carrière, que ce soit pour la data science ou autre? Qu'est-ce que toi tu pourrais donner comme retour d'expérience là-dessus? J'en aurais deux. Je dirais déjà premièrement, finalement, on est tous plus ou moins des autodidactes dans le sens où même si on a une formation au départ d'informatique, on est toujours forcé d'apprendre de nouvelles choses et finalement apprendre la data science ou autre chose, c'est juste apprendre quelque chose de nouveau. Alors bon, c'est parfois un peu dur d'y aller directement et du coup mon deuxième retour d'expérience, ce serait que j'ai réussi à le faire de manière graduelle et d'ailleurs je pensais pas du tout arriver à là où j'en suis. Mais si on a un objectif qui est vraiment très différent de ce qu'on fait actuellement, je me dis que peut-être une solution, c'est d'y aller par étapes, s'en rapprocher, doucement. Du coup, d'avoir quand même un petit peu une roadmap, voir où on peut aller et par où on doit passer pour atteindre ce but-là. Oui, par exemple. Et j'ai vu dans tes dernières actus que tu as sorti un petit guide de machine learning. Tu peux m'en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. En fait, comment ça s'est passé ? On a commencé à me demander au sein de mon entreprise de rédiger un petit guide pour voir un petit peu ce qu'il fallait, ce que j'avais appris pour mettre du machine learning en production. Et au départ, en fait, c'était 10 pages. Et en fait, l'idée m'a bien plu. Et j'ai continué à écrire sur ce sujet-là parce que finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été dites, que c'est complexe, c'est-à-dire que j'apporte pas toutes les solutions, je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre et que d'une manière générale, le milieu a encore plein de choses à apprendre. Mais je me disais, c'est quand même intéressant de faire un retour d'expérience là-dessus parce qu'on n'en parle pas beaucoup et que c'est important. On peut le trouver où, ce petit livre ? Il est publié comment ? Alors, il est publié uniquement numériquement et il est publié via la plateforme LeanPub. Donc, si vous tapez l'apprentissage automatique dans la vraie vie sur LeanPub, vous devriez le trouver. Je mettrai le lien en description, bien entendu. Nastasia, je te remercie pour ton retour d'expérience. Pour les gens qui veulent te suivre ou suivre un petit peu ta vie d'ingénieur machine learning, ils peuvent te trouver où ? Alors, sur Twitter, je pense que c'est là où je partage le plus de choses, donc @sabinastasia. Et sinon, j'ai un blog qui s'appelle Machine Learning in Real Life où je parle beaucoup de ces sujets qui me plaisent beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Nastasia. Merci beaucoup. Bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura donné quelques billes intéressantes et surtout de la confiance pour mener vos projets professionnels là où vous avez envie de les amener. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, à mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien.